Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que l'on débute notre réunion de commission de ce jour. Et avant d'en venir à l'examen du rapport de nos collègues, de la communication de nos collègues, je voudrais quand même avoir un mot au nom de notre commission pour rendre hommage à Dominique Bernard, qui est mort sous les coups d'un terroriste islamiste et 3 ans après la décapitation barbare de Samuel Paty, un autre enseignant, un autre hussard noir de la République, est mort pour avoir éveillé les consciences de ses élèves, pour avoir fait vivre nos valeurs républicaines et notamment de laïcité, mort car il était enseignant, et toutes nos pensées vont évidemment à sa famille, à ses élèves, à ses collègues, à tous les personnels éducatifs du pays qui ont été très fortement marqués. Comme président de la Commission des Affaires européennes, aussi comme député des Français de l'étranger, je voulais aussi rendre un hommage et dire notre solidarité à nos voisins belges et suédois qui ont aussi été les victimes du terrorisme cette semaine. Nous sommes aux côtés évidemment de ces deux pays et cela nous rappelle que le terrorisme s'en prend à l'ensemble des pays européens et que nous devons faire avec nos partenaires européens de la lutte contre le terrorisme une cause commune. Et je voudrais aussi enfin avoir un mot pour la frappe sur un hôpital hier à Gaza et rappeler que conformément aux droits humanitaires, les hôpitaux comme les civils doivent être épargnés en toutes circonstances et dans la bande de Gaza comme ailleurs. Le droit doit être respecté et l'accès humanitaire au territoire doit être assuré sans délai, comme l'a rappelé le président de la République hier soir. Je crois que c'est important et que c'est de la responsabilité des Européens de rappeler ces principes fondamentaux. Avant d'aller plus loin dans l'ordre du jour, je voudrais aussi, sur un thème évidemment plus léger mais néanmoins important, saluer l'accord qui a été trouvé sur la réforme du marché européen de l'électricité entre les 27 États membres. C'était un accord difficile à trouver, attendu. Et c'est une avancée importante car les prix de l'électricité seront décorrélés de ceux des énergies fossiles. C'est bon pour les Français, c'est bon pour le climat et c'est bon pour l'économie européenne car nos moyens de production d'énergie, qu'ils soient nucléaires ou renouvelables, vont ainsi gagner en compétitivité. Et donc je salue là aussi l'engagement de la ministre Agnès Pannier-Runacher qui a mené une négociation difficile à Luxembourg ces 2 derniers jours et qui a réussi à arracher un accord important pour l'ensemble des Européens. J'en viens maintenant à l'ordre du jour de notre réunion qui concerne le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne et la révision à mi-mandat du cadre financier pluriannuel que vont nous présenter nos collègues Holroyd et Bompard dans quelques instants. Nous consacrons, comme vous le savez, habituellement une réunion de notre commission au prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Et s'il fait l'objet évidemment de discussions en commission des finances puis en séance publique dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, il nous apparaît toujours opportun de nous en saisir et d'en discuter ici au sein de notre commission, puisque la contribution de la France au budget de l'Union est évidemment un sujet à forte dimension politique, et tel qu'inscrit en PLF, le montant du PSRUE, comme on l'appelle dans un acronyme un peu barbare, envisagé par le gouvernement, s'élève aujourd'hui à 21,6 milliards d'euros. Nous avons fait le choix de doubler cette année cette discussion avec celle sur la révision à mi-mandat du cadre financier pluriannuel. L'année dernière, nous avions accueilli, vous vous en souvenez, David Cormand et Valérie Hayé pour échanger au sujet des ressources propres. Et cette année, nous intéressons donc au CFP 2021-2027, alors que la Commission européenne a présenté une proposition de révision du cadre financier pluriannuel dans le courant de l'été. Et le CFP 2021-2027 négocié à partir de 2018 et adopté fin 2020, s'en est révélé très vite obsolète. Nous connaissons tous les raisons, c'est la crise Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation ou encore la remontée des taux d'intérêt sont autant d'événements imprévus qui ont conduit l'Union européenne à réaliser des dépenses nouvelles ou à des montants plus élevés qu'envisagés initialement. La Commission européenne demande ainsi une enveloppe supplémentaire de 65 milliards d'euros pour assumer les dépenses des dernières années couvertes par le CFP sans avoir à renier sur des dépenses déjà fléchées. Et je crois que cette discussion est importante parce que nous voyons bien que le budget tel qu'il est aujourd'hui pensé au niveau européen ne nous permet plus de couvrir tous les besoins politiques auxquels nous devons être capables de répondre et surtout de répondre aux aléas des crises qui s'enchaînent et viennent frapper notre Union. Donc je cède tout de suite la parole à nos 2 rapporteurs de ce jour, en commençant par le collègue Holroyd, et puis ensuite Manuel Bompard. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président, et permettez-moi de m'associer à vos mots en ce qui concerne les victimes des attaques, également en tant que député des Français de l'étranger, et notamment de ceux qui habitent en Suède
qui sont particulièrement frappés par les événements à Bruxelles. Monsieur le Président, je suis ravi de me retrouver devant vous pour parler de ce sujet, puisque ça fait 6 ans, j'en ai fait presque une habitude, que je suis amené à venir devant cette commission parler du prélèvement sur recettes. Et je suis enchanté de le faire aujourd'hui aux côtés de mon collègue Manuel Bompard. Sur le prélèvement sur recettes, je veux d'ores et déjà indiquer, parce que je sais que les arguments en ce sens ne manqueront pas dans la discussion qui s'ensuivra, que la logique d'un budget commun exclut par définition l'idée de recevoir ou de percevoir l'exacte somme équivalente qui serait versée. Ce serait de l'absurde au sens propre du terme. Et oui, cette année encore, le montant du PSR-UE est estimé à 21,6 milliards d'euros, comme vous l'avez rappelé, dans le projet de loi de finances, dans notre budget, et nous serons un des plus importants contributeurs nets de l'Union, étant une des plus grandes économies de l'Union. Nous n'avons pas à en rougir. L'un des principes de base de l'Union européenne, c'est le principe de solidarité. Nous devons en être fiers. Par ailleurs, le calcul en termes de solde net est un calcul parfaitement stérile. La notion de solde net ne saurait retracer à elle seule la totalité des coûts et des bénéfices de l'appartenance de l'État ou d'un État membre à l'Union. Quid, par exemple, de tous les bénéfices induits de la participation au marché unique, de l'utilisation des fonds européens dans un autre État. Enfin, s'il s'agit de procéder à des petits calculs d'apothicaire, je veux quand même rappeler que nous sommes également le deuxième bénéficiaire en volume des dépenses européennes. En 2022, c'est 17 milliards d'euros qui nous ont été ainsi reversés, tout particulièrement à nos agriculteurs. Cela étant dit, je veux désormais prendre le parti pris inverse et anticiper les questions éventuelles de nos collègues qui pourraient s'interroger sur la baisse du montant du PSR-UE inscrit en première partie cette année. Les 21,6 milliards d'euros contrastent avec les 25 milliards d'euros en LFI 2023 et les 24,2 exécutés en 2022. Cette baisse de contribution, elle reflète avant tout des ajustements techniques, au premier rang duquel la baisse anticipée des paiements de la politique de cohésion. Si notre contribution baisse, au fond, c'est parce que le budget de l'UE pour 2024 baisse lui-même. Le budget arrêté pour 2023 prévoyait des crédits de paiement pour un peu plus de 168 milliards d'euros contre 143 milliards en 2024. Cette contribution, elle est évidemment aussi à examiner dans la lumière du plan de relance, dont la France est, et je tiens à le rappeler sur cette question, l'un des principaux bénéficiaires. L'adoption d'un tel plan de relance a représenté un basculement inédit par son existence même, mais également par son ampleur, qui a accru considérablement les moyens financiers de l'État. Mais si nous discutons aujourd'hui du PSR, c'est parce que l'Union européenne, à mon sens, ne dispose pas assez de ressources propres qui ne dépendent pas uniquement du bon vouloir d'États membres. Leur contribution aujourd'hui, elle représente à peu près 2/3 de ces ressources. Et quand bien même ces contributions sont inscrites dans les traités que nous avons adoptés, notre examen de ce PSR, inscrit en loi de finances, montre que le budget de l'UE est nettement trop dépendant de ces contributions. Les ressources propres de l'UE, les droits de douane, les prélèvements agricoles, les cotisations sur le sucre, ne constituaient que 13% des recettes en 2023. C'est une inversion par rapport à la logique qui a prévalu à la naissance de ces budgets, puisque en 1988, ce n'était en fait qu'une petite mesure d'ajustement, la participation des États pour compléter le budget de l'Européen, qui est graduellement devenu la partie principale de la contribution. Les dernières ressources propres, soi-disant, qui ont été créées, notamment la dite ressources plastiques, ne sont en fait pas des ressources propres, c'est plutôt un système qui ajuste la contribution nationale, mais ce ne sont pas des ressources propres au sens propre du terme. Et disposer de telles ressources propres est essentiel pour bâtir un CFP qui est à la fois cohérent et à la hauteur des ambitions que nous demandons collectivement de l'Union européenne. J'en viens maintenant à la révision à mi-mandat du cadre financier pluriannuel, qui est un terme particulièrement barbare pour parler du budget de l'Union européenne qui est voté sur 7 ans. La Commission a proposé cet été de réviser le CFP, donc le cadre financier pluriannuel, pour 2 raisons. D'abord, pour prévoir des dépenses nouvelles, notamment dans le cadre du soutien de l'UE à l'Ukraine. Et il est indispensable et doit continuer aussi longtemps que nécessaire. Et du coup, il implique par définition une révision du budget.
Il s'agit en fait de réviser un CFP qui s'est très vite avéré obsolète en raison d'événements inattendus au moment de son élaboration, que l'on connaît tous, l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la hausse des taux. Et on touche là en fait à un problème central du CFP que j'évoquais devant vous il y a 5 ou 6 ans quand on négociait ce CFP 2021-2027. Les négociations sur ce CFP, elles ont commencé en 2018, soit 10 ans avant la dernière année qu'il est censé couvrir. Un budget en 7 ans, je comprends parfaitement que ça correspond à certaines contraintes de l'Union européenne, mais au final, c'est extrêmement sous-optimal, voire ça n'a pas de sens. On ne peut pas prévoir 10 ans à l'avance les événements qui vont se passer. C'est impossible. Et du coup, c'est très difficile de budgétiser 10 ans à l'avance, même 7 ans à l'avance, les engagements de l'UE. En 2008, on avait les conséquences économiques de la crise financière. En 2015, on avait celle de la crise migratoire. Et à chaque fois, ça a souligné la limite de cet exercice. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à le rappeler et à pousser à reconsidérer cette durée. Le groupe d'experts mandaté par la France et l'Allemagne pour réfléchir aux changements nécessaires au sein des institutions européennes pour permettre à l'UE de s'élargir recommande par exemple de fixer le cycle institutionnel un nouveau cadre financier pluriannuel de l'ordre de 5 ans. Plusieurs évolutions ont déjà été mises en place de façon à parer aux imprévus, sanctuariser les crédits précisément pour faire face à des événements exceptionnels ou encore prévoir une révision du CFP à mi-mandat, ce qui est ce qu'on est en train de faire actuellement. Mais force est de constater que ce n'est pas une modalité dans sa forme actuelle qui est satisfaisante. Et de mon point de vue, ce n'est pas le fait de remettre plus d'argent sur la table comme demande la Commission ou le Parlement européen qui résoudra le problème fondamental qui est qu'un budget a besoin d'être plus flexible et plus adapté, à s'adapter plus rapidement aux évolutions de circonstances. En attendant, les États membres sont donc appelés à contribuer davantage, faute de pouvoir compléter par des ressources véritablement propres. Et la hausse de la part prise par les contributions nationales reflète une montée en puissance de l'UE, ce dont je me réjouis. Mais elle conduit du même coup à une moindre flexibilité de l'Union, et ça en raison du poids de ces contributions nationales qui imposent de très lourdes et de très intenses négociations entre États membres, Commission, Parlement européen lors de la révision du CFP. Il faut donc, à mon sens, renforcer les ressources propres, notamment le mécanisme d'ajustement au carbone aux frontières auquel je tiens tout particulièrement, et qui représente une forme d'extension des droits de douane, qui était la ressource traditionnelle, initiale, du budget européen, et qui remplit également un objectif commun de l'Union européenne, à savoir la lutte contre le changement climatique. Je m'arrête ici et je passe la parole, sous le contrôle du président, je passe la parole. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Je m'associe d'abord, bien évidemment, aux mots qui ont été dits par le Président en introduction. Cette présentation du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2024 représente à mes yeux un triple enjeu. Premièrement, elle se situe dans un contexte de révision à mi-mandat du cadre financier pluriannuel. Deuxièmement, elle intervient l'année précédant les élections européennes et donc l'année précédant le renouvellement du Parlement et de la Commission qui devra élaborer le prochain budget européen. Et troisièmement, elle doit prendre en compte le retour annoncé aux règles du pacte de stabilité et de croissance en 2024. Je voudrais commencer mon propos par ce dernier point. Comme le révèle le jeune budgétaire, notre contribution au budget européen, qui est budgétée à 21,6 milliards pour 2024, a un impact sur notre solde budgétaire et donc contribue au déficit public de la France. Force est de constater de ce point de vue-là que notre pays est pris dans une tenaille singulière. D'un côté, nous sommes le deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne, à hauteur de 9,6 milliards d'euros en 2022. Et de l'autre, le déficit aggravé va nous exposer au risque de sanctions par la Commission européenne. En d'autres termes, nous risquons d'être sanctionnés par la Commission européenne pour notre excès de générosité envers le budget européen. Plutôt que d'excès de générosité, je crois qu'il vaudrait mieux parler en vérité d'excès de naïveté.
Il est vrai qu'on m'objectera, cela a été fait par mon collègue, que la France est le deuxième pays bénéficiaire en volume des dépenses de l'Union européenne, et c'est vrai, 15,5 milliards d'euros en 2021. Néanmoins, lorsqu'on rapporte ce volume de dépenses à notre population, nous sommes à la 21e place pour la politique de cohésion et à la 23e place pour l'ensemble des politiques européennes. Le premier bénéficiaire par habitant est lui un État membre notoirement pauvre et dans le besoin, le Grand-Duché du Luxembourg, qui touche 3,905 € par habitant, là où la France récupère 235 € par habitant. Et dans le même temps, suite à la décision de juin 2022, notre enveloppe au titre du plan de relance européen a diminué de 2 milliards, tandis que le remboursement du plan de relance représentera pour la France environ 2,4 milliards d'euros supplémentaires par an. Notre grande naïveté ne s'arrête pas là. Comme je le rappelais, la France est la deuxième contributrice nette au budget de l'Union européenne. Devant nous se trouve l'Allemagne, derrière nous les Pays-Bas. Il existe néanmoins une différence cruciale avec nos deux voisins, c'est qu'eux bénéficient de réductions forfaitaires annuelles, qu'on appelle plus communément des rabais, quasiment 3,7 milliards pour l'Allemagne, 1,9 milliard pour les Pays-Bas, et je ne voudrais pas faire l'offense d'oublier la Suède, un peu plus d'1 milliard, l'Autriche, 565 millions, le Danemark, 377 millions. Naturellement, les rabais des uns doivent être compensés par les contributions des autres, au premier rang desquels celle de la France, première contributrice au financement de ce chèque cadeau. Nul doute que nos partenaires, l'Allemagne, son ministre des Finances, seront sensibles à la beauté du geste et le prendront en compte lorsqu'ils voudront nous imposer une nouvelle cure d'austérité pour déficit budgétaire excessif. Alors certes, il faut rendre à César ce qui est à César, et cette naïveté de la France vient de loin, elle n'est pas imputable au seul gouvernement d'Emmanuel Macron. Le jeune budgétaire le dit clairement, le montant de la contribution française au budget de l'Union européenne a été multiplié en part des recettes fiscales par plus de 2 en 40 ans, passant de 3,7% en 1982 à 8,4% en 2023 à périmètre constant. En revanche, ce qui est imputable à l'actuelle minorité présidentielle, c'est que nous vous avions alerté en 2020 sur le fait que le prétendu plan de relance européen, faute de nouvelles ressources propres, allait uniquement aggraver la dette des États membres et n'offrait donc que l'austérité budgétaire comme horizon au peuple européen. Je dois préciser que l'alerte ne venait pas uniquement des rangs de l'opposition, puisque Valérie Hayek, qui est la chef de délégation macroniste au Parlement européen, a régulièrement alerté sur le caractère insuffisant et hypothétique des nouvelles ressources propres proposées par la Commission européenne. Je rappelle que le besoin initial était budgété à 15 milliards d'euros. Il est maintenant compris entre 17 et 27 milliards du fait de la hausse des taux d'intérêt, et les nouvelles ressources propres prévues à l'époque ne sont toujours pas là. Je rappelais dans mon propos liminaire que cette présentation intervient l'année précédant les élections européennes et donc avant le renouvellement de la Commission. Étant contributrice nette, la France serait en droit d'enjoindre la future Commission de s'appliquer ses propres conseils d'efficacité budgétaire. Je prends appui sur le rapport de la Cour des comptes européenne sur la gestion de la dette liée au plan de relance. La Cour souligne ainsi des défaillances dans l'évaluation de la performance de réalisation des objectifs de gestion de la dette, que ces objectifs ont été définis de manière opaque et souligne un manque de transparence et de responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement européen. Enfin, afin de ne pas être plus long, je conclurai ma présentation par la question de la révision à mi-mandat du cadre financier pluriannuel 2021-2027, puisqu'elle intervient en parallèle de cette discussion. Dans sa résolution du 3 octobre dernier, le Parlement européen se contente de remarquer, je cite, que la révision proposée ne vise que quelques-unes des questions les plus préoccupantes dans le cadre existant et ne répond pas pleinement à tous les besoins et problèmes recensés. C'est un euphémisme. Sur les 65 milliards supplémentaires mis sur la table par la Commission, il y a au moins 2 absents et un camouflé pour la France. Premier absent, la lutte contre la pauvreté. Plus d'1 Européen sur 5 est menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit 95 millions de personnes. C'est 3,3 millions de plus depuis 2019. L'Union européenne a déjà raté ses objectifs de lutte contre la pauvreté en 2010, en 2020, et semble condamnée à rater celui de 2030. Et pourtant, pas 1 milliard supplémentaire n'est mis sur la table par la Commission européenne sur cet objectif. Deuxième problème, la politique agricole commune. En janvier de cette année, le commissaire européen à l'agriculture promettait une hausse du budget de la PAC à l'occasion de la révision du CFP. Où est cette hausse ? Nulle part. Enfin, un camouflet pour la France. Emmanuel Macron a réclamé à corps et à cri un fonds de souveraineté capable de rivaliser avec les 370 milliards du plan Biden. À la place, nous avons STEP,
un instrument doté d'un budget de 10 milliards d'euros. Comme le dit à nouveau votre collègue Valérie Hayet, c'est très, très en dessous. Le constat est donc on ne peut plus clair. Nous sommes le dindon de la farce budgétaire européenne. La contribution française n'a de cesse d'augmenter pour financer les rabais dont bénéficient des États égoïstes et recevoir en proportion moins que le Luxembourg et rembourser un plan de relance sous-doté. Pire, ce poids croissant nous expose à un risque de sanction alors que les absurdes règles budgétaires européennes sont sur le point d'être réactivées. Nous sommes contributeurs nets d'un budget européen qui ne répond ni à l'urgence sociale ni à l'urgence climatique. Il faut envoyer un signal fort à la Commission européenne. La France ne peut plus tolérer le maintien des rabais. Elle ne peut pas accepter un budget à côté de la plaque. Elle ne peut consentir au retour du pacte de stabilité et de croissance. C'est pourquoi je crois que notre Assemblée devrait rejeter l'article 33 du projet de loi de finances pour renégocier les conditions de notre contribution au budget de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci messieurs pour ces propos liminaires. J'en viens aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance. Constance Le Grip, pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous donner l'opportunité, comme chaque année, en cette période d'examen de la loi de finances, de débattre du montant et des finalités du prélèvement européen que notre pays apporte au budget de l'Union européenne. Et le débat qui s'engage cet après-midi ici est en quelque sorte la préfiguration de celui qui aura lieu dans l'hémicycle à l'occasion de la discussion sur l'article 33 du PLF lundi après-midi, lundi 23 octobre. Je n'ai pas de questions à proprement parler techniques ou budgétaires à poser à nos deux collègues, Alexandre Leroy et Emmanuel Bompard. Moi, je voulais simplement abonder dans le sens d'un certain nombre de propos. Tout d'abord, je crois très sincèrement et de manière très articulée, politiquement et je dirais en raison également de l'histoire et de la mission de la France depuis les origines de l'Union européenne, des communautés européennes, que nous n'avons pas à rougir d'être contributeurs nets. Nous n'avons pas à rougir, je reprends l'expression même d'Alexandre Leroy, d'être contributeurs nets. Je crois qu'il y a là une réalité qui peut clairement être expliqué à nos compatriotes, compte tenu, encore une fois, de l'origine de la fondation de l'Union européenne, du rôle joué par notre pays et de celui que notre pays continue à avoir vocation à jouer aujourd'hui et dans les années à venir pour continuer à renforcer, je dirais, et projeter l'Union européenne dans les défis du XXIe siècle. Je crois vraiment que la vision propagée par certaines familles politiques. On en a eu encore une illustration lors de la discussion en commission des finances du PLF la semaine dernière, consistant à toujours et encore demander à ce que la contribution française soit baissée. Alors des amendements, moins de 8 millions, moins de 14 millions, etc., témoignent vraiment d'une vision de petits calculs de boutiquiers, voire de petits calculs politicien, je le dis comme je le pense, et que, encore une fois, l'Union européenne n'est ni un tiroir-caisse, ni une machine à distribuer des chèques cadeaux, ni une machine à cash. Et qu'il y a clairement autre chose qui est portée par le projet européen et portée par la France dans ce projet européen. Alors, clairement, je crois comprendre, malgré les divergences qui ont été assez nettes dans les propos de nos deux collègues, Alexandre Leroy et Emmanuel Bompard, qu'il y a quand même un point sur lequel vous pouvez sembler commencer à dessiner un accord, c'est-à-dire que le budget de l'Union européenne a besoin de plus de ressources propres. Et là, clairement, c'est toujours intéressant de souligner par les temps qui courent les points d'accord et que donc, effectivement, là, clairement, notre responsabilité collective est de travailler à mettre en place les voies et moyens pour parvenir à augmenter les ressources propres. Voilà, j'en termine là, Monsieur le Président. Encore une fois, n'ayons pas l'Europe honteuse et ne soyons pas honteux de verser une contribution importante au budget de l'Union. Merci beaucoup. La parole est à Alexandre Sabatou pour le groupe Rassemblement National et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président. Donc tout d'abord, j'aimerais m'associer aux propos que vous avez tenus en tout début de commission. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, donc comme vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, nous étions en moyenne à 25 milliards d'euros prélevés directement sur nos finances. Et en 2024, curieusement, lors d'une élection européenne, nous avons une baisse de 3 milliards d'euros.
Mais ce que vous avez oublié de rappeler, c'est qu'en 2025 et 2026, un rattrapage est prévu. Et là, on ne parle plus de 25 milliards d'euros qui sera prélevé, mais 27 milliards d'euros. Cette augmentation de prélèvements sur recettes françaises pose la question de l'actualisation des rabais. Car aujourd'hui, 5 pays bénéficient de rabais, à savoir l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l'Autriche et le Danemark, à hauteur de 9% en moyenne de leur contribution au budget de l'Union européenne. La France, quant à elle, n'en bénéficie d'aucun, alors même que la France a été l'un des pays les plus touchés, si ce n'est le plus touché, par les conséquences du Brexit. Ainsi, la France me paraît légitime à demander également un rabais, d'autant plus que la contribution nette de la France a explosé ces dernières années. Quelques chiffres à titre d'exemple. En 2005, elle était de 3,4 milliards d'euros, avant de passer à 6,1 milliards d'euros en 2015 et avant d'exploser totalement en 2021 avec 12,4 milliards d'euros, soit une multiplication par 4 en 16 ans de la contribution nette française. Et c'est à ce moment-là que les Eurobéas viennent nous expliquer que nous n'avons rien compris, que le calcul n'est pas si simple, que nous faisons des petits comptes d'apothicaire. Mais vous nous expliquez que le marché commun nous rapporte en réalité bien plus. Mais est-ce à dire que dans les années 90, au début des années 2000, où notre contribution nette était bien moindre comparée à celle d'aujourd'hui, les effets du marché commun étaient proportionnellement moins importants ? Personnellement, j'ai de sérieux doutes. Mais j'aimerais également attirer votre attention sur le fait qu'avec la renégociation du cadre financier pluriannuel qui est en cours, les prévisions pour 2024 et les années à venir peuvent être qualifiées d'insincères et sont sous-évaluées, car en l'état actuel des négociations, ce n'est pas un rationnement des crédits ou une diminution du budget des diverses missions de l'UE qui est prévue, mais bien une demande d'augmentation importante de ce budget. Et la hausse n'est malheureusement pas prête de s'arrêter, car elle s'apprête également à rembourser le prêt inédit, mais surtout coûteux de Next Generation EU. Jusqu'à présent, l'UE s'était refusée d'emprunter, mais elle est renoncée suite aux diverses crises qui ont touché l'Europe. Et c'est à cette occasion-là qu'elle a décidé de créer 3 nouvelles ressources propres qui, ne soyons pas dupes, sont là pour s'affranchir des nations souveraines européennes et réaliser votre rêve, celle d'une Europe fédérale. Mais ça, sachez que nous nous y opposerons toujours. Merci beaucoup. La parole est à Sophia Chikirou pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, collègues. Bon, je crois que le rapporteur Manuel Bompard a fait preuve d'une grande lucidité. En tout cas, moi, je partage intégralement son analyse, notamment quand il parle de la tenaille dans laquelle notre pays est pris. Je le rappelle, nous sommes le 2e contributeur net au budget de l'Union, ce qui s'entend par notre démographie, mais nous sommes surtout parmi les bons derniers concernant le taux de retour sur l'ensemble des politiques européennes, alors que dans le même temps, vous l'avez dit, le paradis fiscal luxembourgeois, lui, est le premier bénéficiaire par habitant. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que notre contribution est amenée à s'accroître dans les années à venir. Alors oui, ce sera pour financer l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, le soutien apporté à l'Ukraine, mais aussi, il faut bien le dire, parce qu'il y a un dysfonctionnement généralisé de l'Union européenne, des dysfonctionnements qui s'accompagnent d'injustices par rapport à notre contribution additionnelle, parce qu'elle finance, quoi qu'on dise, le rabais qui est octroyé à des pays comme le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, l'Autriche et l'Allemagne. Alors, on a cédé à un chantage qu'ils nous ont fait. Ce chantage, c'était que si on revenait sur le rabais, il bloquait le plan de relance européen au pire moment de la crise. Donc, on est dans un rapport de force avec ces pays-là qui ne nous est pas favorable. Et ce dysfonctionnement s'aggrave quand on voit l'incapacité de l'Union européenne à se mettre d'accord pour dégager des ressources propres qui aujourd'hui représentent moins de 20% du budget européen contre plus de 70% pour les contributions des États. Donc, par exemple, la taxe sur les numériques, elle a été abandonnée par peur de représailles américaines. La taxe sur les transactions financières, elle a été mise au placard, notamment par la France, malgré le volontarisme de la présidence portugaise en 2021. Et toujours pas d'avancée majeure sur l'harmonisation fiscale et sur une assise commune pour l'impôt sur les sociétés, par exemple. Donc, pour toutes ces raisons-là, la France passe à la caisse. C'est d'autant plus insoutenable que la Commission européenne souhaite dans le même temps imposer le retour aux règles du pacte de stabilité et de croissance, des règles qu'elle a proposé de réviser, mais tenez-vous bien, sans changer ni les traités, ni les seuils de 60% de dette publique et de 3% de déficit rapportés au PIB. Voilà qui ne tient pas la route. On nous propose donc ni plus ni moins un retour à la bonne vieille cure d'austérité dont le gouvernement français, par la voix de Bruno Le Maire, nous a annoncé hier qu'il confirmait donc dès
2024 des coupes budgétaires de plus de 15 milliards d'euros. On pensait l'ordolibéralisme décrédibilisé, discrédité par la gestion de la crise de 2028, par le désastre humanitaire imposé en Grèce, mais non, on nous invite à poursuivre, à continuer, et on se dit finalement que cette Union européenne marche sur la tête en matière budgétaire. J'aurais voulu terminer par rappeler que le Fonds européen d'aide aux plus démunis est aujourd'hui sous-consommé en France, alors qu'il y a urgence à venir en aide aux Restos du Cœur notamment, et aux associations et banques alimentaires. Donc je crois que je rejoins parfaitement le collègue et rapporteur Manuel Bompard dans son analyse et sa critique sur cet article 33. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Vincent Settlinger pour le groupe des Républicains, pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, merci messieurs les rapporteurs pour votre exposé, mes chers collègues. Au nom du groupe Les Républicains, je voudrais rappeler notre attachement le plus total au projet européen. Et c'est d'autant plus vrai à titre personnel, étant donné que je suis député de la Moselle, département frontalier avec l'Allemagne, qui a vu germer l'idée européenne grâce à l'engagement du père de l'Europe, Robert Schuman. Cependant, l'Union européenne doit toujours agir dans l'intérêt de l'Europe, de ses différents États membres, de son économie. Or, force est de constater certaines dérives actuelles de l'Union européenne. Concernant la politique étrangère énergétique européenne, il faut se féliciter, bien sûr, comme l'a dit le Président, de l'accord trouvé concernant le marché de l'électricité. Mais nous devons nous battre contre cette politique européenne contre le nucléaire. Concernant l'agriculture, nous devons soutenir nos agriculteurs qui sont confrontés à une diminution des surfaces cultivables du fait de la stratégie Farm to Fork, pendant que l'Union européenne conclut des accords commerciaux internationaux comportant des volets agricoles avec des partenaires situés à l'autre bout du globe, notamment avec le Mercosur. Et concernant notre industrie de défense, l'Union européenne doit tout faire pour soutenir notre industrie européenne de défense, alors que plusieurs États membres ont procédé récemment à l'acquisition d'armements auprès de sociétés non européennes. Dans ces conditions, il nous est difficile aujourd'hui pour les Républicains d'être favorables en l'état au prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Messieurs les rapporteurs, ma question est donc la suivante. Quelle va être l'action du gouvernement dans les prochains mois pour que les intérêts français soient respectés? Il ne s'agit en aucun cas de faire des calculs d'apothicaire, mais au contraire de défendre le projet européen et de défendre nos agriculteurs, notre industrie européenne et de permettre à ce projet européen évidemment de continuer à vivre. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Sabine Dillet pour le groupe démocrate et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos rapporteurs pour leurs propos. Je suis toujours, en fait, tous les ans, quelque part, on a toujours un peu la même discussion. Et je trouve toujours assez fascinant cette idée qu'on trouve d'ailleurs pas simplement en France, mais dans d'autres États membres aussi, cette idée de juste retour. Donc, je donne tant et je dois récupérer la même somme. Dans ce cas-là, ce n'est même pas la peine de participer à cette aventure, si vous voulez dire, si vous voulez, de l'Union européenne. Ou plutôt, ce qui me manque, on n'entend jamais le mot solidarité. On demande de plus en plus à l'Union européenne, avec un budget qui est quand même extrêmement réduit par rapport à ce qu'on veut atteindre. Même quand on parle, effectivement, il y a un problème de pauvreté, il y a des sujets sur lesquels on doit se pencher, mais à la limite, ça se fera plutôt avec plus d'argent au profit de l'Union européenne, qui est quelque part, je crois que c'est Alain Lamassoure qui disait ça, un géant sur des pieds d'argile. L'Union européenne ne peut, en dehors du champ de compétences aussi, ne peut souvent pas faire plus. Bien sûr, on a besoin de plus de flexibilité au niveau du budget. Je rejoins Alexandre Holroyd sur ce sujet-là, puisqu'on a de nouveaux domaines aussi qui sont financés par le cadre financier pluriannuel, comme la défense, 8 milliards d'euros. Mais on devrait peut-être aussi, et ça on ne fait peut-être pas assez, faire un peu le point sur tous les autres instruments financiers dont l'Union européenne dispose, comme la facilité européenne sur la paix, qui vient quand même aussi se rajouter, avoir un vrai bilan sur lequel nous pouvons nous appuyer.
Et par contre, nous, évidemment, notre groupe, les démocrates, est absolument pro-européen et plutôt, j'ai envie de dire, pour renforcer les compétences de l'Union européenne et donc aussi l'élément financier, et adhère donc absolument à la contribution de la France à l'auteur qui est annoncé. Merci. Merci, on a fini les orateurs de groupe, mais il y a encore une demande de prise de parole, au-delà, celle de Frédéric Petit pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Évidemment, le groupe Modem se joint au liminaire que vous avez fait. Je vais en rajouter un qui est plus positif. Vous savez que je suis député des Français qui habitent en Pologne, que j'habite moi-même en Pologne. Je voudrais insister, non pas sur les résultats qui seraient peut-être partagés, vus de manière partagée, mais je voudrais insister sur la participation. Chers collègues, les Polonais sont plus allés voter qu'en 90, quand il a fallu chasser le communisme. La participation est supérieure à la participation, elle est historique. Et on voit que les peuples, effectivement, quand ils prennent la parole, ils ont une parole qui est sage. Je voudrais donner un deuxième élément, au-delà des remarques qui ont déjà été faites. Je voudrais rappeler à mes collègues qu'il faut être clair. Refuser, voter, baisser d'1 euro la participation, c'est sortir. Donc il faut le revendiquer. Si jamais on vote contre, on vote pour la sortie. Il faut le dire. Parce que ce sont les exécutifs qui négocient, ce ne sont pas les parlements. Si on refuse d'appliquer les règles qui ont été négociées en disant nous, Parlement français, on ne vote pas, on peut ne pas le voter, hein, on est souverain. Mais si on ne vote pas la participation, eh ben, ça veut dire qu'on sort. Donc il faut le dire, il faut le revendiquer. Merci. Et une dernière prise de parole, Thibault François pour le Rassemblement national pour 2 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les référents, chers collègues. La France, en tant que membre très actif de l'Union européenne, a toujours été contributeur majeur au budget de cette organisation. D'ailleurs, contributeur net, ça a déjà été dit par mon collègue précédemment. Dans un contexte économique qui est marqué par des crises récurrentes et des demandes d'efforts financiers croissants au sein de notre pays, il est légitime de remettre en question le montant de la contribution de l'Union européenne. Nous continuerons à proposer avec les élus du Rassemblement national une baisse aux alentours de 5 milliards d'euros qui nous permettrait de faire face au choc inflationniste que connaît notre pays depuis plusieurs mois. La France est devenue trop généreuse dans les montants de sa participation. Nous devons revenir à une somme annuelle versée similaire à la moyenne des contributions des autres pays. Les mesures d'austérité et les hausses d'impôts ont été des réalités incontournables de la Macronie pour de nombreuses familles françaises ces dernières années. Nous devons renouer avec le principe de souveraineté nationale et permettre aux États membres de l'Union européenne de déterminer librement le montant qu'ils souhaitent verser au budget de l'Union européenne. Et dans un contexte qui est marqué par un désir décomplexé de la Macronie d'élargissement toujours plus en avant de l'Union européenne, je souhaiterais savoir si vous pourriez nous détailler la part du budget européen dédiée à l'élargissement de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Chers collègues, merci beaucoup. Alors c'est intéressant parce qu'on a une présentation, on a deux rapporteurs ou référents, ou en tout cas deux intervenants qui ont un avis relativement différent des choses. Donc je vais rejoindre Constance Le Grip qui a une longue expérience des affaires européennes, puisque en Europe on essaie de trouver des compromis. C'est comme ça que l'Union entre États souverains, parce que ce sont des États souverains qui peuvent sortir quand ils veulent, s'ils veulent. Ça a d'ailleurs été fait il y a quelques années. On essaye de trouver des compromis et du coup de commencer peut-être par là où on est d'accord. Donc là on est d'accord, il y a peu de choses, mais commençons sur ça. Les rabais. Je pense qu'on est tous d'accord sur les rabais. Ça a été répété dans cette commission. J'ai été dans cette commission à l'époque où le CFP a été négocié le 2021-2027. La France s'est opposée de façon systématique aux rabais et a demandé à la suppression des rabais qui ont été rabotés, mais qui n'ont pas été supprimés, ce qui était une forme ce qui a été une insatisfaction pour l'Assemblée nationale, pour le gouvernement français. Parce que oui, c'est vrai, je pense que les Français le comprennent très bien, que quand on vit dans une collectivité, on ne fait pas tout ce qu'on veut, on trouve des compromis. C'est le principe de gouverner, c'est un principe qui est cher aux partis de gouvernement et qui semble échapper à ceux qui n'ont jamais exercé des fonctions. La deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est le lien assez tendancieux fait entre le pacte de stabilité et de croissance. Nous avons remis un rapport avec l'excellente collègue Marietta Caramelli de l'ANUPS, ou en tout cas en moratoire de l'ANUPS, mais de l'ANUPS la semaine dernière sur le sujet.
Et le lien entre le pacte de stabilité et le sujet qui nous occupe aujourd'hui, il est très tendancieux. Alors, je vois que Manuel Bompard a fait le lien sous travers que ça contribue à notre déficit. Bon, notre déficit, il est basé sur nos dépenses nationales, il n'est pas basé sur le PSURE. Si on fait le net entre le PSURE et les revenus, c'est assez marginal par rapport aux 400 milliards de dépenses de notre budget, grosso modo, dans l'ordre de grandeur. Donc, c'est assez différent. Le pacte de stabilité, il encadre les dépenses de l'État et de chaque État. Et le budget le CFP, le budget de l'Union européenne, il encadre les dépenses que la Commission européenne et que les institutions européennes engagent. C'est deux sujets qui sont assez différents. On peut avoir les avis qu'on veut sur tous les sujets, mais ce sont deux sujets qui sont fondamentalement assez différents. Je ne vais pas revenir sur le pacte de stabilité et les accusations récurrentes d'austérité qui sont le fruit d'une imagination assez fertile, puisque la France n'a pas équilibré un budget depuis 1974. Donc le concept d'austérité, c'est un concept qui laisse pantois ceux qui regardent la France de loin, c'est-à-dire le pays qui a le plus grand budget public et le taux de dépenses publiques par habitant, un des plus élevés de l'OCDE, un taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE et un taux de dépenses publiques le plus élevé de l'OCDE. Donc c'est un concept qui est assez surprenant, et je disais la semaine dernière d'ailleurs que Marietta Karamanli et nos amis grecs savent ce que c'est que l'austérité. Ce n'est pas ce qui se passe en France, ce n'est pas ce qui se passe en France depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Ça, c'est une réalité mathématique, même si on voudrait y échapper. Sur le remboursement, sur la lutte contre la pauvreté, moi je partage ce qui a été dit sur les conditions très difficiles dans lesquelles sont certains Européens. Je tiens juste à signaler qu'on ne peut pas à la fois dire il faut couper tous les budgets de l'Union européenne et de l'autre côté dire l'Union européenne doit avoir des responsabilités qui ne sont pas dans les siennes en ce moment. La lutte contre la pauvreté, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une compétence européenne. Donc dire que l'Union européenne ne fait pas de la lutte contre la pauvreté alors qu'on ne lui a pas donné la compétence, c'est un peu circulaire comme raisonnement. Donnons-lui la compétence alors, mais en ce cas, proposez une augmentation du budget, parce qu'il faut être cohérent. Si vous voulez plus de compétences européennes, vous devez proposer plus de budget européen. Si vous en voulez moins, demandez-en moins. C'est là où le Rassemblement national a une cohérence. Le Rassemblement national, je ne sais pas trop quelle est leur position sur l'Europe, mais on le verra dans l'année qui s'ouvre. Mais vous dites très clairement il faut 5 milliards de baisse du budget européen. Retranscrivons ces 2,5 milliards de baisse sur la PAC. Très clairement, allez dire à nos agriculteurs que vous demandez que la PAC soit sabrée en deux. Donc, non, mais sabrée en deux. Donc expliquons-le, parce qu'on ne peut pas dire on va arrêter de payer l'Union européenne et en même temps on va recevoir exactement les mêmes fonds. Ça me paraît assez curieux. Sur la dimension de France Relance et du plan de relance européen, je vais me tourner vers Manuel Bompard qui fait des calculs très savants entre les subventions par habitant versées par l'Union européenne. Si vous faites exactement le même calcul sur France Relance, vous trouverez un équilibre qui est supérieur au plan Biden. Et du coup, ça soulève la question de pourquoi vous n'avez pas voté avec enthousiasme pour ce plan qui, contrairement à ce qui a été dit par le Rassemblement national, n'est pas cher. L'endettement européen de Next Generation EU, il est inférieur au taux de financement de la France. Donc, juste pour être très clair, ce n'est pas un emprunt cher. Un emprunt cher, on le fixe en fonction de taux d'intérêt qu'on paye. On paye très peu cher collectivement les taux d'intérêt sur Next Generation EU, donc ce n'est pas un prêt coûteux du tout. Sur 2025-2026, oui, la contribution française va augmenter. Si nous ne mettons pas en place des ressources propres. On le sait très bien, on a emprunté 750 milliards ensemble, il faut qu'on les rembourse. On les a empruntés, on doit les rembourser, on les a utilisés. On rénove nos bâtiments publics avec. Donc, soyons très clairs, vous allez dans tout le pays et vous voyez des affiches dans toutes les métropoles, les villages, les circonscriptions de notre territoire, et vous voyez des panneaux qui disent financés par l'Union européenne, c'est le budget de l'Union européenne qui redescend. Donc oui, il faudra l'embourser. Et là, Monsieur Sabatou, je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit, parce qu'il me semble que c'est une erreur d'appréciation sur ce qu'est le budget européen. Vous dites que la contribution française, elle a augmenté graduellement au début des années 2000. Parce que le budget européen, il n'était pas construit comme ça avant. Il était financé par des ressources propres. Donc il y a quelque chose de parfaitement contradictoire dans ce que vous dites. Vous dites, regardons les années 90-80, quand le budget était financé par des ressources propres. Et en même temps, vous dites, moi je ne veux surtout pas de nouvelles ressources propres pour financer le budget européen. Il y a une corrélation entre le fait que les États financent par leur propre budget le budget européen, ou que ce soit des ressources propres qui les financent. Il faut choisir entre les deux. Mais il n'y a pas d'argent magique qui apparaît et qui vient financer par l'opération du Saint-Esprit le budget européen, la politique agricole commune, les fonds de cohésion, et ainsi de suite. Donc il me semble qu'il faut choisir, et il faut être clair, la multiplication des contributions françaises au début des années 2000, elle est liée à la baisse des droits de douane qui abondait le budget européen à l'époque. C'est pour ça que
Je suis sûr que si vous voulez revenir à cette époque, vous souscrivrez sans réserve à ma proposition de faire en sorte que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières vienne abonder le budget européen directement. Madame Chikourou, je vais essayer d'être bref parce que je ne veux pas m'étendre trop et puis je veux laisser à Manuel Bompard le soin de dire le contraire de ce que j'ai dit pendant quelques minutes après moi. Les rabais, nous sommes d'accord. La taxe sur le numérique, nous sommes d'accord. Seulement, je suis au regret de vous dire que quand la taxe sur le numérique a été proposée par le gouvernement, vous avez voté contre. Nous l'avons fait ici à niveau européen. L'assiette commune IS, l'assiette commune sur l'IS, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est très très regrettable qu'on n'arrive pas à avancer dessus. C'est parfaitement nécessaire parce que si on croit à l'Union européenne et aux avantages du marché unique, il faut qu'on ait une lecture commune des choses, y compris une lecture commune des assiettes sur l'impôt. Ça crée toutes sortes d'effets de concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Je souscris parfaitement à ce que vous dites. Je pense que c'est essentiel de continuer à progresser sur ça. Et je pense que l'Union européenne devrait s'y atteler, même si c'est un sujet très dur au regard des pratiques très différentes au sein de l'Union européenne, qui ont en partie été corrigé par l'accord historique négocié par le président de la République et le ministre des Finances sur l'impôt minimal, sur l'impôt des sociétés minimales à l'OCDE. C'est une réalité. Sur le changement des traités et la règle des 60 et des 30%, la réalité, c'est qu'on change beaucoup dans la proposition de la Commission, qui est une proposition de la Commission pour l'instant. On change beaucoup la modalité de calcul d'évolution des dépenses et la façon dont elle est faite dans un bon pas, dans la bonne direction. On différencie en fonction de l'endettement de l'État. Donc la France devrait s'en réjouir plutôt qu'autre chose. C'est ce que Marietta Caramelli et moi avons dit. Sur la réforme des traités, moi, je veux dire, la réalité, c'est que je suis d'accord avec vous sur le fond. Je l'ai écrit d'ailleurs dans le rapport avec Marietta Caramelli. Je pense que les 60 et les 3% n'ont pas de sens économique aujourd'hui. Mais à nouveau, je suis obligé de regarder les choses en face. Je pense qu'on est ici pour dire la réalité aux Français. Changer les traités, aujourd'hui, vu l'équation politique en Europe, qui que ce soit au pouvoir en France, c'est quasiment impossible puisqu'il faut l'unanimité. Or, aujourd'hui, vous n'aurez pas l'unanimité. Donc, soyons très clairs, on ne peut pas aujourd'hui, de façon pratique, changer les traités parce qu'il faudrait dégager une unanimité qui n'existe pas au sein de l'Union européenne. Donc, il faut faire avec ce qui est dans les traités et en même temps créer les conditions pour permettre le redressement des finances publiques en investissant dans nos capacités productives et notre capacité de transition écologique, ce qui est ce que ce budget veut faire. Sur M. Settlinger, je veux juste dire deux choses pour conclure. Settlinger, pardon, excusez-moi. Je veux juste dire deux choses pour conclure. Sur le nucléaire, je suis ravi de savoir que vous vous félicitez de l'accord historique qu'il y a eu hier et qu'Agnès Pannier-Runacher a annoncé qui est une victoire majeure pour la France pour le soutien à la filière nucléaire. Pour l'achat de matériel français de nos partenaires européens, moi je suis d'accord avec vous, mais à la fois c'est une compétence nationale de choisir où on achète son matériel. Donc la réalité c'est que ni nous, ni la Commission, ni le Conseil, ni le Parlement n'a le pouvoir ou la légitimité d'aller dire aux Finlandais, aux Suédois, aux Hongrois, aux Italiens, vous devez acheter vos avions ici, vos chars ici. En ce cas, dites-le très clairement, les Républicains, que vous plaidez pour une défense européenne à l'exclusion de la défense nationale, puisque nous, on achète notre matériel où on veut aussi. Si c'est ce que vous voulez, une position comme une autre, mais je n'ai pas le sentiment que c'est la position des Républicains, il faut choisir entre les deux. Si on veut que ce soit la Commission européenne qui décide où on achète du matériel mutuel, il faut le dire, mais c'est une position qui est assez éloignée de la mienne pour l'instant. Je pense que c'est une question de souveraineté nationale et que c'est au cœur de notre souveraineté et qu'on devrait la préserver. Si on la préserve pour nous, on la préserve évidemment pour les autres. Sur l'action du gouvernement, elle continuera dans le même signe et dans le signe de mettre l'Union européenne en marche vers une union souveraine qui investit pour son avenir, pour son industrie, pour sa base industrielle et pour la transition écologique, qu'est l'Union européenne qu'avait dessiné le président de la République dans son discours de la Sorbonne il y a maintenant 5 ans, et qui est l'Union européenne qui, dans les 5 dernières années, a évolué considérablement dans ce sens-là, au fruit de nombreuses différentes réformes sur lesquelles je ne reviendrai pas. Merci beaucoup, M. Bompard. Merci, Monsieur le Président. Bon, bien évidemment, vous le savez, j'aurais des appréciations différentes, mais je remercie d'abord les collègues qui se sont exprimés, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir un moment d'échange comme celui que nous avons en ce moment. Bon, il me semble que l'objet de la discussion d'aujourd'hui, c'est pas l'accord conclu hier au Conseil sur la question du marché européen de l'électricité, mais puisque j'ai l'impression qu'avec vous, les accords historiques succèdent aux accords historiques qui sont toujours plus historiques les uns que les autres, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on ait un moment d'échange sur ce sujet, mais je ne me reconnais pas et je n'attribue pas à l'accord qui a été conclu hier un caractère historique.
Et je rappelle que par rapport à ce que nous avons voté, nous, Assemblée nationale française, sur la nécessité du maintien notamment des tarifs réglementés de l'énergie pour les petites et les moyennes entreprises, c'est totalement exclu par cet accord européen conclu hier. Mais bon, je pense qu'on aura un moment d'échange spécifique sur cette question à l'occasion. Deuxièmement, sur la question du rapport au budget de l'Union européenne, vous essayez d'interroger dans mes propos une certaine contradiction qui n'existe pas entre le fait que j'aurais dit il faut des budgets supplémentaires pour lutter contre la pauvreté, pour la transition écologique, etc. Et dans le même temps, j'aurais dit il faut moins de budget européen. Je n'ai jamais dit qu'il fallait moins de budget européen. Pour ma part, j'ai été député européen et je sais que mon groupe, ma délégation a toujours voté au Parlement européen en faveur de cadres financiers pluriannuels plus ambitieux que les cadres financiers pluriannuels proposés par la Commission et discutés par le Conseil. Le sujet de notre discussion aujourd'hui n'est pas celui-là. Le sujet de notre discussion est de savoir qui alimente, quelles sont les recettes qui viennent alimenter ce budget européen et est-ce qu'elles sont justement et équitablement réparties entre les différents États membres de l'Union européenne. Et clairement, ce n'est pas le cas. Clairement, ce n'est pas le cas. Puisque vous avez un dispositif de rabais qui, certes, est le résultat de rapports de force consentis de manière historique, mais c'est une réalité. Et vous ne pouvez pas dire, si vous interrogez les rabais, si vous proposez de réduire la contribution française au regard de ces rabais, vous allez sortir de l'Union européenne. Parce que si c'est ça, alors en vérité, ça voudrait dire, et ça revient à considérer, que la France n'a aucun poids, aucun pouvoir de négociation, aucune force de négociation pour faire en sorte qu'un certain nombre de règles qui sont injustes aujourd'hui à l'échelle européenne puissent changer. Or, vous savez très bien que si vous voulez avoir un rapport de force, il faut être en capacité de s'appuyer aussi sur des décisions souveraines du peuple français ou de ses assemblées pour dire, pour nous en France, il y a une inégalité dans les contributions au budget de l'Union européenne qui n'est plus acceptable. J'ai entendu notre collègue du MoDem dire, quand les peuples prennent la parole, les peuples ont une parole sage. J'en suis d'accord. Il aurait été bien qu'un certain nombre d'entre vous s'en rappellent. Quand en 2005, les Français ont envoyé un message très clair quand ils ont voté, parce que c'était le peuple français qui a voté contre le traité constitutionnel européen, et que vous ne fassiez pas revenir par la fenêtre ce que les Français avaient décidé de chasser par la porte. Donc ça, c'est juste pour la position générale sur le budget. Sur le fonds de souveraineté, pardonnez-moi, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de se répondre les uns les autres, mais dans votre calcul, il y a vraiment quelque chose qui m'a échappé, parce que 370 milliards d'euros pour le plan Biden, 10 milliards d'euros pour le plan STEP, la population des États-Unis d'Amérique n'est pas 37 fois supérieure à la population de l'Union européenne. Mais à mon avis, vous avez fait une erreur de calcul. Oui, mais moi, je parlais de STEP, pas de France Relance, chers collègues. Sur la question des ressources propres, vous dites que c'est un point d'accord entre nous sur la nécessité d'avoir de nouvelles ressources propres. Vous avez raison. Le problème, c'est que la France s'est opposée à la construction et à la mise en place de certaines ressources propres. Et je parle notamment à la taxe sur les transactions financières. Il y a un vieux loup de mer européen qui, ça fait des années et des années qu'on en parle au Parlement européen. Et la France, la parole de la France n'a pas soutenu aujourd'hui, par exemple, la mise en place de cette nouvelle ressource propre, alors que vous l'avez dit, ce serait éminemment nécessaire. Sur les interventions qui ont été faites par les uns et par les autres, je veux dire par rapport à l'intervention du Rassemblement national, que la question n'est pas que la France dispose d'un rabais, la question est que les autres États ne disposent plus d'un rabais. C'est une position qui permet, je crois, de défendre auprès des Françaises et des Français que leur contribution au budget de l'Union européenne est équitable vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de cette union. Et là aussi, vous me dites, notre collègue du MoDem disait, cette idée du juste retour est fascinante. Mais personne, c'est pas à moi que vous allez faire le reproche ou faire le procès d'intention de ne pas avoir de politique de générosité ou de solidarité avec d'autres pays européens qui seraient dans des situations plus difficiles que la nôtre. Mais vous voyez bien que c'est pas ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui, puisque je vous dis que les pays qui profitent le plus aujourd'hui du retour européen ne sont pas les pays qui en ont le plus besoin. Donc le débat aujourd'hui n'est pas un débat positionné entre ceux qui voudraient être généreux et ceux qui ne voudraient pas l'être. Le débat, il est qu'il y a d'un côté une politique qui est extrêmement naïve,
qui donne l'impression que la France est le seul pays qui n'est pas en capacité de mener aussi des rapports de force pour défendre ses intérêts. Et c'est ça que je mets en cause. Voilà. Donc ça me paraît important d'apporter cette précision. Voilà. Sur ce qu'a dit ma collègue Sophia Chikirou, bien sûr je suis d'accord, mais je voudrais appuyer sur ce qu'elle a dit sur la question du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Et je me permets de dire au président que peut-être que ce serait un sujet sur lequel nous devrions quand même nous pencher en tant que commission des affaires européennes. Parce que là, il y a quelque chose qui devrait interpeller tout le monde. C'est-à-dire qu'on a un fonds européen d'aide aux plus démunis dont les crédits dédiés à la France ne sont pas entièrement consommés. Et dans le même temps, on sait bien qu'on a des associations de solidarité alimentaire en particulier qui sont dans des besoins de financement énormes. Donc ce serait quand même intéressant d'enquêter, d'investiguer sur la raison pour laquelle l'ensemble de ces fonds n'est pas été utilisé. Je pense que ce serait intéressant qu'on ait un échange sur ce sujet. Sur ce qu'a dit notre collègue LR, je veux dire un point d'appui, un point d'accord sur la question, bien sûr, du refus des accords commerciaux et notamment des discussions qui se poursuivent sur l'accord commercial avec le Mercosur. Voilà, j'ai essayé de répondre, ou en tout cas de dire mon point de vue sur les points de vue qui ont été exprimés par les collègues. Je les en remercie. Je remercie mon collègue Alexandre Leroy et je remercie Monsieur le Président pour cette discussion qui me semble était intéressante. Merci beaucoup. J'ai une demande de prise de parole en rebond. C'est Frédéric Petit pour 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. Juste une petite remarque. Je sais bien que c'est une goutte d'eau contre la marée, mais je rappelle, même si ça sert à rien parce que l'histoire a été tellement répétée, le référendum de 2005 était un référendum qui refuse la Constitution, donc qui maintient les traités. Et ce qui se passe après, c'est que, on a fait les réformes qu'il fallait faire et sur lesquelles tout le monde était à peu près d'accord. Nous sommes obligés de les faire à traité constant. Et c'est ce qui se passe 2 ans après. C'est tout. Donc, et je rappelle aussi que les partisans du non se sont bien gardés à l'époque de dire qu'il fallait changer les traités. Ils étaient tous pour le non, en disant il ne faut pas faire ça, il faut rester dans les traités. Donc on ne peut pas reprocher... Il ne faut pas reprocher donc à un système d'avoir posé un acte politique, qui était de dire non, nous ne voulons pas d'une refondation des traités dans une constitution, et de reprocher après à ceux qui veulent faire avancer le projet, comme il me semble que beaucoup de gens le font ici, mais ça prend plus longtemps. Effectivement, les réformes qu'il fallait faire ont pris plus longtemps pour être faites dans le cadre des traités et pas dans ce qui avait été refusé. Et aucun des partisans du non n'est allé au bout de la démarche de dire donc il faut arrêter. Merci beaucoup. Voilà qui clôt la discussion s'il n'y a pas de réponse. Emmanuel Bompard. Je propose qu'on ne rentre pas là dans une discussion là-dessus, mais juste vous rappeler quand même qu'il y a quelque chose qui s'est appelé le traité de Lisbonne. Non mais attendez, moi je vous ai pas interrompu, mais qui reprenait l'essentiel du traité constitutionnel européen qui avait été refusé par référendum et qui est passé par la voie parlementaire. Et vous le savez très bien, c'est une réalité. Pour le reste, dire que ceux qui se sont opposés au traité constitutionnel européen n'avaient pas de proposition alternative sur les traités à faire. Écoutez, chers collègues, je vous propose de me laisser votre adresse mail et puis je vous enverrai un certain nombre de documentations sur ce sujet. Merci beaucoup. Il me reste des nominations de rapporteurs. Et donc sur la proposition de résolution européenne de Madame Delphine Batho et plusieurs de ses collègues visant au non-renouvellement de l'autorisation du glyphosate au sein de l'Union européenne, j'ai reçu la candidature de Madame Delphine Batho. Donc si tout le monde est d'accord, je propose que nous la nommions rapporteur conformément à ce que le bureau de la Commission des affaires européennes a décidé, c'est-à-dire que celles et ceux qui proposent une proposition de résolution soient les rapporteurs. S'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Et par ailleurs, Marietta Caramanli et Sabine Tillet, référentes marché intérieur industrie, souhaitaient nous soumettre à notre examen une proposition de résolution européenne sur la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act, l'IRA. Et donc je vous propose de les nommer rapporteurs. Pas d'objection, vous êtes nommés rapporteurs. Et donc sur la résolution sur le non-renouvellement du glyphosate, nous aurons à l'examiner la semaine prochaine, mercredi prochain, en commission. Voilà. Ce qui clôt notre réunion de ce jour en vous souhaitant une bonne après-midi et à la semaine prochaine.